Salut Ancoy. Salut David. Ça va? Pas trop froid à Montréal? Ben écoute, on s'habitue après un week-end de -30, maintenant c'est que -15, donc il fait chaud. Bon bah ça va, t'es parfaitement réchauffé alors pour enregistrer ce podcast avec moi. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est Guillaume Grimbert qui t'avait recommandé sur le podcast que j'avais reçu à propos de la l'optimisation de la programmatique, des chaînes programmatiques, des tuyaux d'achat programmatique pour diminuer la déperdition et réduire son empreinte carbone tout en diminuant les coûts et augmentant la performance. C'est un épisode super intéressant que j'invite les auditeurs qui l'ont pas écouté à aller découvrir. Mais voilà, aujourd'hui, on va plutôt parler de problématiques d'internalisation par les annonceurs, par les marques. Peut-être que tu pourrais en quelques mots te présenter? Ouais, en fait, Ancoy, je suis présentement à Montréal. J'ai lancé ma boîte, une firme de consultation spécialisée dans, je dirais, opérationnaliser la transformation digitale. Je dis opérationnaliser parce qu'en fait, oui, la stratégie, c'est bien, mais en fait, les opérations, je dirais, c'est la partie difficile de cette transformation-là. Puis, avant ça, j'étais chez L'Oréal pendant 10 ans, donc 5 ans ici à Montréal et 5 ans à Paris. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la pub initialement? En fait, je pense que c'est une découverte plus que j'avais une envie. J'ai découvert le web en créant un blog. Puis de là, j'ai comme compris le système économique de l'Internet sur la publicité et j'avais mis dans le temps double-clic dans le temps sur mon site avec le système de ad serving et tout pour vendre de la pub puis de là faire du SEO. Donc c'est de là que ça m'est venu en fait. Ah, c'est intéressant la pub plus l'analytics. Donc j'ai combiné les deux mes deux intérêts. C'était un site de quoi? J'ai fait deux sites. J'ai commencé par un site de voiture. J'aime bien le tuning de voiture. Puis je me suis dit, ben pourquoi payer des pièces d'auto quand je pourrais les avoir gratuitement par du sponsorship. Donc j'ai créé un blog de voiture. Puis ensuite, un de mes intérêts, c'est tout ce qui est techno, gadgets. Mais même question, mais pourquoi je devrais me payer des gadgets ou des jeux vidéo quand je pourrais créer un blog, puis de là que gérer du revenu. Puis je me suis créé un blog de techno puis de gadgets. Ok. Bah écoute, j'ai eu un peu le même parcours. Moi aussi, je suis rentré par la partie média en créant plutôt des sites de contenu, en mettant de la publicité dessus, en essayant d'optimiser mon set publicitaire, etc. Et c'était une période où j'avais une vision vachement holistique de tous les formats, de tout ce qui se faisait, de toutes les tendances. Et maintenant que je dirige Fabster, qui est vraiment spécialisé sur la vidéo et l'opération de communication RSE, j'ai perdu un peu cette vision 360 que j'avais du marché. Et c'est une des raisons qui a motivé la création de ce podcast, justement de recevoir des AdTech, des agences, des annonceurs, des médias pour essayer de comprendre un peu quelles sont leurs problématiques et ouvrir un petit peu nos œillères pour avoir une vision plus agnostique et prendre de meilleures décisions par la suite. Et donc du coup, après ces médias, tu es passé chez L'Oréal, tu disais, et tu as notamment chapeauté l'internalisation de leur trading desk, du trading desk de L'Oréal. Pourquoi ce choix? Quels sont les bénéfices pour un annonceur qui travaille avec une agence média, avec déjà un trading desk, etc., d'internaliser ce type de technologie? En fait, initialement, c'est venu de l'idée il faut mieux comprendre comment l'écosystème fonctionne. Donc, oui, on a des agences chez L'Oréal, puis ils ont tout à fait leur rôle à jouer, mais je crois quand même que les annonceurs doivent comprendre comment le digital fonctionne, qu'est-ce que c'est quoi la job d'une agence pour mieux aussi les supporter. Donc, de là était la prémisse de, OK, ben, on va créer un trading desk pour comprendre qu'est-ce que nos agences font. Parce qu'en fait, si on comprend pas comment les gens travaillent, mais on peut pas mutuellement s'entraider. Tu vois? Donc, c'est de là, bon, est-ce que c'est faisable de créer un trading desk, sachant que L'Oréal, ben, dans le temps, j'étais chez L'Oréal Canada, on n'est pas une boîte de publicité. On fait de la publicité, mais on n'opère pas la publicité. Donc, il y avait tout le thinking derrière, ben, il faut avoir du staffing opérationnel. Tu vois. Puis de là, en faisant le job, on s'est compris, ouais, en fait, t'as comme un côté que je dirais en tant que marketeur que tu comprenais moins, qui était derrière tout le système algorithmique des plateformes digitales. Puis en faisant le job, tu comprends mieux comment, en fait, aussi briefer les agences, parce que même si on avait internalisé une partie du trading desk au Canada,
on collaborait très proche aussi avec nos agences. Donc, voilà, on avait internalisé une partie, mais pas tout le scope des achats médias. Mais justement, donc tu dis que le trading desk, ça permet d'internaliser le savoir, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se joue, de la transformation digitale, de la façon dont sont opérées les campagnes, des algorithmes, etc., pour challenger potentiellement son agence et avoir une discussion plus profonde et plus pertinente avec elle. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que une fois que tu as internalisé le savoir, pourquoi est-ce que tu as encore besoin d'agence? Pourquoi est-ce que tu n'opères pas tout avec ton trading desk interne? C'est une très bonne question parce que souvent, j'ai des clients aujourd'hui qui m'approchent des cas et je veux internaliser. En fait, internaliser, c'est pas pour tout le monde. Tu as toute la partie déjà être capable d'attirer les talents. Excusez, je rajuste ma caméra ici. C'est être capable d'attirer les talents. Vu que maintenant les agences sont habituées de justement trouver les talents, les former. Tu vois, il y a comme un roulement. Tandis que chez les annonceurs, c'est quelque chose que aujourd'hui les ressources humaines ou même les équipes marketing n'ont peut-être pas la capacité en fait de trouver les meilleurs talents, de les former rapidement. Donc déjà, tu as un morceau de talent à gérer. La deuxième partie, il y a aussi le savoir. Même si on réussit à internaliser, mais il faut mettre un programme en place pour toujours upskiller nos équipes. Tu vois? Que dans les agences, aujourd'hui, je suppose qu'ils ont un programme d'upskilling leurs différents tech partners pour assurer que leurs traders sont toujours mis à niveau. Il y a différentes variables qui fait que même si on internalise, il y a quand même beaucoup de travail comment je pourrais dire, j'utilise le terme anglais, la scalability, tu vois. Donc, que ce soit même dans la rotation, en fait, d'employés. Justement, j'aide un client aujourd'hui, puis je lui dis, même si vous internalisez, vous devez avoir quand même une agence backup, parce que le jour qu'en fait, que, je sais pas, 30% de votre staff décide de changer de boîte, ben, vous devez avoir besoin de quelqu'un pour reprendre le travail. Vous voyez? Donc, ça demande beaucoup plus que simplement connaître comment les plateformes fonctionnent puis d'acheter. Mais je crois quand même que les annonceurs devraient se doter d'une capacité de comprendre comment les plateformes fonctionnent et avoir une certaine indépendance à l'écosystème publicitaire. Ouais, je comprends bien ce point de cette nécessité pédagogique de maîtrise de la connaissance, ne serait-ce que pour pas se faire arnaquer, parce que sinon, en fait, on le voit en plus, le marché publicitaire est rempli d'acronymes, de termes techniques, etc., qui complexifient tout. Et tu vois, c'est un peu comme quand tu mets ta voiture dans un garagiste. En réalité, il te fait un devis à 800 balles. Peut-être que ça en valait que 400, mais toi, tu connais rien en mécanique et tu n'auras aucun moyen de le savoir. Donc, je comprends bien cet intérêt. Et en même temps, j'ai du mal à voir comment est-ce que tu arrives à concilier la partie interne avec la partie externe. Notamment, comme tu l'as dit, tu vois, la partie interne, c'est pas ton métier d'être une agence de pub. Tu vas avoir du mal à recruter les meilleurs talents, tu vas pas forcément être à jour de toutes les nouvelles technologies, etc. Donc, et c'est ça qui justifie la nécessité d'une agence, et tu l'as dit aussi d'un point de vue scale. Comment est-ce que du coup tu manages tes campagnes et tu dis ok, bah ça je vais l'envoyer sur mon trading desk interne alors qu'en réalité je sais que je suis potentiellement moins performant que mon agence, ça je vais l'envoyer sur mon agence alors qu'elle va prendre des fees, etc. Enfin, ça devient complexe en termes de gestion stratégique entre guillemets, d'être sur les deux tableaux et de renoncer entre guillemets à atteindre la performance ultime dans son trading desk interne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que tout dépend de l'industrie sur laquelle l'annonceur est. Tu as peut-être des industries que, par exemple, c'est très performance-driven, OK? On va dire c'est beaucoup sur leur search. Du coup, de là, tu vas construire ton trading desk juste sur le search. Maintenant, tout ce qui est plus du côté des campagnes d'awareness, acheter de la publicité en vidéo et tout ça, tu dis, mais en fait, ça c'est plus du côté de l'agence. Parce qu'en fait, pourquoi tu décides de faire de la performance plus de ton côté? Parce que chez l'annonceur, tu as accès à toutes les données à l'interne, tu vois, que dans le meilleur du monde, l'agence aussi aura accès, mais c'est compliqué de pouvoir partager toutes ces données-là. Donc, tu es capable de modéliser de ton côté des modèles d'acquisition, des coûts d'acquisition, de peut-être la customer lifetime value plus rapidement pour de la performance. Mais la wallet, tu dis, en fait, ça, je laisse ça à mon agence. Maintenant, c'est sûr que vous devez travailler ensemble, le trading desk interne avec l'agence,
pour livrer les campagnes d'awareness, peut-être utiliser la first party data pour ensuite faire de la performance. Mais tout dépend en fait du type d'industrie sur laquelle l'annonceur est. Ouais, c'est intéressant ce split entre branding et perf. Et d'ailleurs, c'est assez marrant quand tu regardes la trajectoire d'une boîte. En général, quand elle se crée, qu'elle a pas beaucoup de budget, etc. Et ben justement, toute cette partie perf, elle est opérée en interne. L'awareness n'existe même pas. Et puis après, plus elle se développe, si elle a la chance de grossir, de faire des levées de fonds, etc., ou de devenir une grosse boîte solide, ben là, elle va avoir tendance à tout déléguer à son agence, que ce soit la perf ou l'awareness. Et en fait, ce que tu présentes, c'est que maintenant, à partir d'une certaine taille, eh ben, ils ont les reins suffisamment solides et puis l'intérêt en plus de réinternaliser une partie, donc la partie perf qui déjà à la base était parmi leur périmètre. Donc il y a un petit peu, ouais, je trouve que c'est assez marrant cette boucle qui se crée. Puis, il y a aussi un facteur économique, par exemple, sur de la perf. Quand on achète de la perf, c'est très algorithmique. Donc, il n'y a pas un côté j'achète de l'inventaire en masse, donc j'ai un meilleur deal. Vous comprenez? Mais en awareness, si l'agence, elle achète beaucoup d'inventaire, elle peut avoir un meilleur deal sur différents publishers. De là, l'agence pourrait utiliser ce deal-là pour bénéficier sur leurs clients. Mais sur la perf en général, c'est du bid, c'est des systèmes algorithmiques, donc tu n'as pas un peu ce levier-là. En fait. Ouais. Après, d'un autre côté, tu vois, j'aurais envie de dire, sur la perf, c'est assez, entre guillemets, facile de calculer un ROI. Tandis que sur de l'awareness, tu vas être souvent KPI drivé sur des facteurs de viewability, de VTR, etc. Et parfois avec des médias traders qui opèrent ça de façon, enfin qui sont simplement KPI drivé, donc ils vont pas aller regarder la créa, l'environnement de diffusion, etc. Et c'est là où tu te demandes un petit peu quel contrôle il y a derrière et quelle est la limite de la gestion automatisée, algorithmique, programmatique par rapport à une approche plus traditionnelle, plus humain-drivée? C'est une très bonne question. Si tu m'aurais posé cette question-là il y a plusieurs années, je t'aurais dit, en fait, il faut faire confiance à la machine. Parce que la machine, c'est tout. Tu vois. Mais maintenant, plus que j'avance dans ma réflexion, qu'est-ce que la machine est bon, on va dire dans l'awareness, et tu dis, en fait, moi, je veux la high viewability et tout. OK? Elle va te chercher des gens qui vont regarder ta pub. Mais qu'est-ce que la machine ne sait pas, c'est l'impact de ta pub. Donc, en fait, tu peux dire à la machine, en fait, je veux beaucoup de views, high viewability, high view, bon là, ça va exploser tes coûts. Mais à la fin, tu sais pas si ça a impacté quelqu'un en vrai. Parce que les gens peuvent voir des pubs, mais ça change rien. Tu vois? D'où du côté peut-être plus humain. Donc, il y a comme du contexte, en fait. Il y a de la créativité. Il y a plein de facteurs qui déterminent si, en fait, une vidéo d'awareness va impacter le comportement d'une personne à avoir vu la pub qu'aujourd'hui, les plateformes en général ne sont pas capables de prendre parce que c'est juste l'optimisation d'achat, je pourrais dire. Donc, tu as comme faut que tu joues dans les deux côtés, humain et machine. Ouais, la créa reste quand même au centre d'une campagne d'awareness de toute façon. Tout à fait, mais je crois qu'il faut mesurer la créa. La créa, tu peux pas dire, OK, j'ai fait une créa super cool, tu vois, le truc qui va gagner des prix. Mais à la fin, si ça change pas la perception du consommateur, ça va pas donner grand-chose, à mon avis. Du coup, tu es un peu adepte de toutes les campagnes, enfin de toutes les études un peu post-test qui permettent de contre-vérifier l'impact réel d'une campagne au-delà des KPI de diffusion? Ouais, tout à fait. Parce que si tu regardes, par exemple, KPI de diffusion, tu peux dire, j'ai un excellent cost per view. OK. Bon, c'est cool. Mais en fait, il n'y a pas seulement la vue qui compte, il y a peut-être justement le lift, tu vois. Donc, à la fin, mettons dans les études, tu veux savoir, tu crées deux groupes, est-ce que les gens qui ont vu la pub ont eu un meilleur lift, tu vois, un lift, que ce soit brand awareness ou purchase intent. Donc, le vrai KPI, c'est cost per lift, tu vois. Mais pour faire un KPI de cost per lift, faut que tu puisses avoir, les métriques media buy et les métriques, en fait, post-achat. Vous comprenez? De là, tu peux te dire à la fin, en fait, oui, cette campagne-là, puisqu'elle a eu une bonne créa qui a, en fait, impacté
la perception des gens et en même temps une bonne pratique d'achat, on a eu un bon cost per lift. Donc ça, c'est plus ma perception des choses. Mais aujourd'hui, dans la plupart des campagnes, on mesure vraiment juste la capacité, je dirais, ou l'habilité d'un trader à être efficace dans ses coûts. Tu vois. Ok. Et justement, là, tu vois, tu parles de la qualité, de l'importance de la créa. Et si je recoupe avec Guillaume Grimbert qui nous a mis en relation au début, et notamment cette notion de transition écologique, de RSE, la créa pèse souvent pour 50% de l'empreinte carbone d'une campagne. Donc c'est énorme. Et tu vois, quelque part, plus tu fais une créa, est-ce que forcément faire une créa hyper waouh qui va avoir de l'engagement, qui va avoir de l'impact, veut dire avoir une grosse empreinte carbone? Et comment est-ce que tu accompagnes toi tes clients sur cette question-là entre les risques de greenwashing, le fait de potentiellement avoir une approche plus sobre mais peut-être moins waouh, moins efficace, quelle est ta vision de tout ça? Moi, je le prends, on prend le cas de Guillaume qui est, lui, à la chaîne de l'achat. Okay? Quand il fait le setup des campagnes, donc c'est le carbone créé durant le processus de l'achat. Moi, je le prendrais plus, de mon côté, comment je fais, c'est je le prends avant. C'est-à-dire, ça sert à quoi d'avoir 50 déclinaisons d'un créa, en fait? Puis là, en fait, on fait beaucoup de déclinaisons de créa, mais à la fin, dans une vraie campagne, il y a comme 2, 3 créas qui fonctionnent vraiment. Tu vois? Donc, non seulement tu as du carbon footprint qui va se créer dans ton achat, mais tout le travail en amont, des gens qui travaillent à créer des déclinaisons de créa, de faire du shooting vidéo. Mais en fait, je crois que c'est là qu'il y a une grosse partie de la job des annonceurs qui disent, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Parce que qu'est-ce qui fonctionne pas? On va pas le faire. Mais je pense que cette réflexion-là, entre rouler les campagnes, savoir quel créa fonctionne, tu vois, faire un espèce de playbook sur quelle est la bonne créa pour notre type d'industrie et rapporter ça à l'agence créa d'une façon plus analytics pour dire, guys, arrêtez de faire ce type de créa-là. On n'a pas besoin de 50 déclinaisons. Tu vois. Pour moi, juste déjà faire ça, t'as beaucoup t'as un bon saving financier, puis 2, ben ça impacte aussi le carbone footprint parce que t'as pas besoin de rouler 50 créas. De là, on me dit, mais Coy, ben, le but du marketing, c'est de faire de la personnalisation. Donc, il faut 50 créas pour personnaliser. Je dirais dans le concept de la personnalisation, oui, mais en vérité, est-ce qu'une personne a vraiment besoin d'une pub personnalisée ou d'un créatif personnalisé pour impacter sa perception du marque ou impacter son action? Ça, je suis pas sûr. Je pense que même que à place de faire 100 scénarios de personnalisation, les annonceurs pourraient en faire seulement 5, puis on verrait pas une très grande différence dans la performance. Donc, il y a comme le hyper personalization qui crée beaucoup de créa, puis tu es comme le juste milieu qui a assez de créa pour convenir à différents scénarios. Tu vois. Donc, il y a comme un juste milieu entre les deux. Ouais, et puis à l'inverse, tu as l'extrême des annonceurs qui réutilisent leur créa TV pour de la communication digitale avec la marque qui apparaît sur les 3 dernières secondes alors qu'ils achètent sur de la viewability qui est calculée sur les 2 premières secondes visibles. Donc en réalité, potentiellement, ils ont l'impression d'avoir que leur publicité elle a été vue, mais en réalité, elle a été vue au début et leur logo était à la fin. Donc potentiellement, il y a un tas de ces impressions qui n'auront pas été efficaces parce que le branding n'aura pas du tout été affiché, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais de là, comme le point de l'analytics et la créa. Sur ton point, ça prendrait, par exemple, l'équipe de marketing à s'asseoir pour comprendre où est le drop rate de mes vidéos. Tu vois? Donc, statistiquement, puis ils verraient, le 95% des gens drop à 3 secondes. Bon, en fait, le reste des secondes, ils valent pas grand-chose. Tu vois? Bon, en fait, on pourrait compresser le message en 6 secondes. Tu vois? Là, ça demande un autre type de créativité. Complètement. Complètement, et c'est là où on recoupe un petit peu avec le début et l'intérêt potentiellement de s'intéresser un petit peu plus
à la façon dont sont opérés les achats publicitaires et notamment dont sont mesurés les différents KPI. Tu vois, même je vois là l'audio qui est une grosse tendance et t'as des annonceurs qui achètent des trucs complètement débiles en ayant l'impression, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai envie de fâcher personne, mais en ayant l'impression d'acheter de la visibilité audio de qualité alors qu'en réalité ils achètent du vent. Mais ils s'en rendent pas compte simplement parce que c'est encore nouveau et qu'ils comprennent pas ou connaissent pas les KPI et la façon et ce sur quoi elles reposent. Donc cette maîtrise, on en revient un petit peu à cette maîtrise du savoir, même si tu le délègues, parce que t'es pas forcément le meilleur opérateur pour ce faire. En comprendre les rouages, ça semble vraiment important pour définir, déployer une stratégie de communication efficace, quoi. Et toi, justement, sur tes donc tu conseilles les annonceurs principalement dans leur transformation digitale. T'aimes bien parler d'excellence digitale, si je me trompe pas. C'est quoi les 2-3 erreurs principales que tu vois souvent chez tes clients et sur lesquelles tu aimerais les alerter? La première chose, c'est plus la transparence et j'utilise le terme en anglais ownership. Okay? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des annonceurs, toute leur stack technologique est en grande partie dans les mains de leur agence qui est le propriétaire légal. Donc, en fait, légalement, ils sont pas propriétaires de leur compte. Donc, légalement, si jamais ils changent d'agence, ils ne peuvent pas faire un plug and play sur une autre agence. Donc, ils perdent un peu cette transparence-là. Donc, pour moi, déjà, vous devez être le propriétaire de vos comptes et avoir accès pour avoir un maximum de transparence. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est vous devez savoir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Déjà, qu'est-ce qui fonctionne pas? Oui, les agences ont leur best practice. Mais vous, en tant qu'annonceur, vous êtes les maîtres de votre industrie. Vous êtes les maîtres de votre business. Donc, vous devez comprendre, en fait, comment opérer la publicité dans ma business. Puis de là, travailler avec votre agence pour définir, OK, voici mon guide de best practice. Pourquoi un annonceur devrait faire ça? Parce que le jour, en fait, qui devront changer d'agence, donc ça arrive assez souvent, c'est que au moins tu peux unplug et plugger, en fait, ta stack sur une autre agence, puis tu peux fournir à ta prochaine agence, en fait, voici les best practices qu'on a définies. Donc, il y a comme un peu cette période de transition qui est beaucoup plus facile. En fait, tu recommences pas à zéro. Okay? Puis, le troisième truc que je recommanderais justement pour atteindre l'excellence, c'est on a défini les best practices, mais ça en date d'aujourd'hui. Mais vu que les algorithmes changent, plus vu que le comportement des utilisateurs change, les consommateurs changent, mais les best practices d'hier n'est peut-être plus le best practice d'aujourd'hui. Donc, en fait, ça revient à notre point tantôt sur l'analytics et tout ça. Ben, vous devez mettre en place chez l'annonceur mon plan de testing. J'aimerais tester des trucs avec mon agence pour définir le prochain best practice. Mais ça, c'est vraiment la job de l'annonceur de dire, en fait, oui, je veux tester des trucs, je veux tester si je mets un chat dans l'annonce versus dans la créa versus un produit, est-ce que ça change quelque chose? Mais si jamais, en fait, tu mets un chien, ça change rien. Mais le produit durant les 2 premières secondes, ben, ça va tout changer comment un annonceur opère. Tu comprends? Donc, je dirais que c'est ces 3 piliers-là qu'il faudrait qu'un annonceur puisse prendre en main et dire, OK, je prends en charge être propriétaire de mes comptes, avoir la transparence. Je prends en charge avec mon agence de définir les best practices. Et même ça va aider l'agence parce que avec le taux de roulement, moi, l'agence peut dire, le client A, ben, les best practices, c'est ça. Tu vois? Donc, il n'y a pas cette perte-là. Puis en plus, si jamais l'annonceur change d'agence, ben, il peut donner le playbook des best practices à l'autre agence. Et le dernier, ben, c'est pas parce qu'on était bon hier qu'on va être bon demain. Donc, il faut toujours être constamment en mode apprentissage. Et justement, sur ce dernier point, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. C'est quoi ta vision de l'avenir de la publicité? Qu'est-ce qu'elle sera demain? Je pense que ça va être... ce sera pas aussi noir et blanc que dans le passé. C'est-à-dire, dans le passé, on disait, on peut voir sur une pub. Ça paraît sur une pub. Tu vois, c'est écrit ads. C'est une pub à la TV. Maintenant, de plus en plus, la publicité
rentrent dans un cadre plus créatif. Déjà, par exemple, dans Netflix, ils disent, j'ai regardé justement une télésérie en fin de semaine, ça dit, attention, il y a du product placement. Comme, OK, il y a une pub, en fait, cachée, mais je sais pas que c'est une pub, tu vois. Donc, même au niveau du consommateur, même déjà que les influenceurs, ça l'est, de moins en moins, on va pouvoir voir que c'est une pub, mais du côté des annonceurs, mais comment tu mesures ça, en fait? Parce que dans une pub, dans une vraie pub, tu as Upserving, tu as plein de data. Maintenant, la pub est plus rentrée dans un contexte qu'il faut mesurer le contexte. Il faut sortir, en fait, de la partie publicitaire d'un contexte. Je pense que c'est de plus en plus difficile à être mesuré. Ouais, Vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Mais je disais aussi que comme il va y avoir d'autres canaux qui, par exemple, tout ce qui est la digital TV, tout ça, il va être démocratisé, donc il va y avoir des nouvelles places où est-ce que les annonceurs pourront faire de la pub, puis de là redéfinir les best practices et tout le tralala. Et tu vois, sur ce point du brand content qui gomme un petit peu la frontière entre contenu et publicité, nous, par exemple, je te disais qu'on était pas mal engagés sur le RSE et on fait notamment des campagnes de type pré-roll, donc awareness, avec des reversements solidaires. Et donc, la campagne awareness, elle répond à un objectif de visibilité, donc on essaie d'avoir de la répétition, etc. Et à l'issue de ça, étant donné qu'on a financé un projet qui est potentiellement cool, et qu'on a un studio de prod, on crée une vidéo éditoriale où on raconte un petit peu le projet financé, comment on a planté tes arbres, comment on a aidé un agriculteur à transformer son exploitation, ou que sais-je, en fonction du projet. Et évidemment, on cite le fait que ce projet-là, il a été financé par la campagne qu'on a fait en amont avec la marque. Et ça, on le diffuse sur nos réseaux et du coup, c'est purement du brand content parce qu'on raconte une histoire et en fait, la marque est mise en avant, mais sans que ce soit potentiellement explicité comme une publicité. C'est simplement un acteur de cette vidéo éditoriale. Et bon, nous, on n'a pas trop de problème de mesure parce que c'est quelque chose qu'on offre dans ce type de dispositif. Mais c'est vrai que tu fais bien de citer sur là quand tu prenais l'exemple de Netflix et d'ailleurs ça se fait depuis longtemps dans des films, des gros blockbusters, etc. avec des centaines de placements produits. Comment est-ce que tu mesures ça? D'autant plus que t'es pas la seule marque à faire un placement produit dans ce même film. Et donc ça va être un vrai sujet et ouais, c'est hyper intéressant comme point. D'autant plus que moi je trouve que le brand content c'est une des meilleures façons de faire de la publicité parce que tu montres le produit en action dans un contexte réel avec des valeurs qui lui sont associées et en plus sans dégrader l'expérience utilisateur parce que c'est même pas considéré comme une publicité. Donc c'est presque le Graal, tu vois, de la publicité. Mais en même temps, plus tu vas loin dans la créa quelque part, plus c'est difficile d'être précis d'un point de vue KPI algorithmique, quoi. Tout à fait. D'où, je passe sur ton point de les post-études, tu vois. Les post-tests, ouais, post-tests. Qui aujourd'hui, je dirais dans le temps de la TV qui était plus fréquent parce que tu n'avais pas autant de mesures que sur le digital. Maintenant que le digital, on se contente des CPM, CPV, CTA, là, c'est-à-dire que ça, c'est bon, tu vois. Mais peut-être justement, si tu m'aurais posé la question il y a peut-être 10 ans, offline versus online, ma réponse aurait été différente, mais aujourd'hui, je suis comme, en fait, il y a des méthodologies en offline qu'on devrait remettre sur table pour justement utiliser sur du média online, tu vois, de façon plus fréquente. C'est peut-être une synergie qui va arriver avec la révolution de la TV, puisque là, on a quand même deux types de TV, la TV connectée, segmentée, etc., qui percutent la façon traditionnelle de vendre des espaces publicitaires sur de la TV linéaire, avec deux types d'approches, deux types de mesures, la version hyper digitale avec des technos de mesure, mais aussi potentiellement de ciblage, etc. Et puis la TV beaucoup plus traditionnelle où tu vendais un emplacement avant tel programme en estimant les audiences, etc. Et tu réservais ton spot des semaines à l'avance. Enfin, tu vois, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Et peut-être que de cette confrontation et de cette fusion naîtra une voie du milieu qui prendra un petit peu le meilleur des deux mondes et notamment peut-être cette utilisation des panels, des études, etc. Mais, tu sais, comme tu nous fais réfléchir sur un peu les annonceurs sur leur quête du Saint Graal sur les modèles d'attribution. Ça, c'est comme la quête depuis des années que les annonceurs veulent développer le bon modèle d'attribution. Mais pour moi, parce qu'avec les différents channels, imagine avec la télé connectée et tout, mais c'est une quête vraiment difficile parce que comme qu'il y a personne qui a la donnée de moi, Coy,
qui est connecté partout. Tu peux pas développer, en fait, avoir la réponse ultime. Tu vois. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on revient sur comment opérationnaliser un peu sur la transformation digitale, tu as comme l'attribution modèle qui est vraiment loin dans cette transformation-là, mais déjà être bon à acheter de la pub sur chacune des différentes plateformes, c'est déjà un gain énorme, tu vois, que oui, à la fin, si tu peux réconcilier le tout et d'avoir le bon media planning, mais déjà, acheter une bonne pub sur Facebook, acheter une bonne pub sur YouTube, sur Google Search, c'est déjà quelque chose, tu vois. Tu as cité Google, YouTube et Facebook, pardon. Si tu étais une marque, justement, avec 1 million d'euros de budget marketing, ça serait quoi un petit peu tes formats préférés, les supports sur lesquels tu aurais envie d'aller? Ben, ça dépend un peu de qu'est-ce que j'ai le goût de... C'est quoi mon objectif, tu vois. Si c'était de la pure perf, puis c'est une nouvelle marque pas connue, tu vois, je pense que je serais plus dans les plateformes Facebook, Instagram, TikTok, plus réseaux sociaux. Tu vois. Si tu me dis, moi je suis dans l'industrie, on va dire, des assurances, ok? Mais ce serait plus du côté, par exemple, du search, parce que les gens cherchent des assurances. Je pense, une pub d'assurance, c'est pas si, en tout cas, personnellement, c'est pas qu'est-ce qui m'attire le plus dans les réseaux sociaux. Tu vois, tout dépend de l'industrie, où est-ce que j'irais. Si ce serait sur YouTube, ce serait peut-être, par exemple, tu es dans l'industrie en fait, tu profites des 6 secondes de YouTube, par exemple, des 5 secondes, je ne me rappelle plus. Tu dis, OK, ben je vends un truc assez complexe qui demande du temps de l'expliquer. Que ce soit, par exemple, une voiture électrique ou un truc comme ça. Tout dépendant de l'industrie. Moi, j'irais plus par industrie, je dirais. Et justement, si on veut travailler avec toi pour que tu puisses nous conseiller en fonction de notre industrie sur les meilleurs choix stratégiques à opérer pour sa stratégie digitale et atteindre cette fameuse excellence digitale, comment est-ce qu'on te contacte Je dirais le best, c'est trouvez-moi sur LinkedIn. Envoyez-moi un message. Code Triangle sur LinkedIn. Je mettrai le lien de toute façon dans l'article lié pour que les auditeurs puissent te retrouver facilement. Et ça serait, tu aurais un prochain invité à me recommander pour prendre ta suite? Écoute, je réfléchis, mais tu vois, si on parle de tout ce qui est un peu créativité, on parle justement des nouveaux channels. Un truc intéressant, un sujet que je trouve intéressant, c'est quand que les brands, ils vendent pas seulement des produits, mais ils sortent de leur cadre de produits pour offrir une expérience, tu vois, à leurs consommateurs. Tu sais, je vais réfléchir à un invité, mais on peut penser par exemple à Lululemon. En fait, eux, ils vendent des vêtements pour le sport. Tu vois. Mais ils ont fait l'acquisition d'une compagnie qui s'appelle Mirror. Et Mirror, en fait, est un miroir sur lequel tu peux avoir des sessions d'entraînement. Tu vois. Mais c'est pas... Mais initialement, Lululemon vendaient pas des sessions d'entraînement. Eux autres, en fait, sont spécialisés dans les vêtements de sport. Donc, il y a de plus en plus de marques qui sortent de leur niche de produits pour offrir un service à leurs consommateurs qui est, en fait, une expérience de marque. Donc, je vais regarder dans mon réseau, mais je pense que ce serait plus dans cette lignée-là de comment que les marques, en fait, sortent de leur day-to-day product pour offrir un service qui est, en fait, qui amène les consommateurs à faire l'expérience de leur marque. Bah écoute, si tu veux me mettre en relation avec Tim Cook, c'est très bien. Ok, je l'ai appelé, t'inquiète. Non, mais plus sérieusement, c'est hyper intéressant. En plus, c'est un sujet que j'ai pas encore abordé, donc je te laisse regarder dans ton carnet d'adresses et je suis preneur, je suis ouvert à ça. Je te remercie pour ton temps, Anne Coy. Ravi de cet échange. Et puis, je te souhaite une belle journée dans le froid. On a combien de décalage là? 7 heures, c'est ça? 6 heures. 6 heures. Bon. Ouais. Eh ben, écoute, une belle journée à part moins 15. Et encore merci pour ton temps, pour ces conseils avisés. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye bye. Merci, David. Au revoir.